concerne Simon Stone et les femmes dans le théâtre élisabétain, évidemment, cet intitulé-là, on l'a pris pour vous proposer quelques éléments de réflexion, de rêverie autour de cette création-là. C'est une pièce qui est complexe pour bien des raisons, et c'est une pièce qui nous a... une pièce, est-ce que c'est une seule pièce, à vrai dire? Quand Simon nous a parlé de son projet pour la première fois, il nous a donné le titre, La trilogie de la vengeance. Il nous a parlé d'un certain rapport critique de son inspiration dans le répertoire élisabétain. En fait, le travail de Stone s'inscrit dans la droite ligne, dans la ligne artistique, plus ou moins sinueuse, de ce qu'il a déjà fait récemment à plusieurs reprises, et donc on a déjà vu deux échantillons à l'Odéon. De Simon Stone, on a vu ici Médéa, très lointainement d'après Euripide, et les trois sœurs, très lointainement aussi d'après Tchekhov. En fait, on devrait presque oublier les titres, évidemment, Médéa et les trois sœurs. Médéa, c'est un titre d'Euripide, les trois sœurs, c'est un titre de Tchekhov, donc c'est difficile de ne pas dire que c'est d'après Euripide, d'après Tchekhov. Mais à vrai dire, si on n'avait pas dit que Médéa a été inspiré d'Euripide et qu'il a donné un autre titre à sa pièce, peu de gens spontanément songeraient à rapprocher tout de suite l'œuvre de Stone de l'œuvre d'Euripide. Et même chose pour les trois sœurs. La réécriture par Stone de certains motifs ou de certains éléments de la trame des pièces, cette réécriture est tellement énorme, tellement massive, que parler d'adaptation est déjà excessif. On peut dire simplement qu'il puise son inspiration et certains piquets de son slalom auprès de ses auteurs, mais c'est tout. Or, dans Médéa, chez Euripide, il s'est intéressé au destin d'une femme quittée par son mari et qui finit infanticide. Dans Les Trois Sœurs, il s'est intéressé au destin croisé de trois sœurs sur plusieurs mois, en l'occurrence, chez Tchekhov, c'est plusieurs années. Trois sœurs qui partagent une même maison et qui lient ou cherchent à lier ou à dénouer des rapports de tous ordres avec les hommes. Ce sont trois sœurs en compagnie des hommes. Et les hommes, chez Tchekhov comme chez Stone, vont se montrer extrêmement décevants. Donc, dans ces deux pièces, ce sont à chaque fois des figures féminines qui se heurtent au désir masculin, aux règles masculines, aux coutumes masculines, aux manières d'être, de faire, de parler masculines, bref, à la société des hommes, ou pour le dire plus brutalement, à la société androcentrique. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est que Stone, ayant moins de 40 ans, nous avons ici le cas d'un dramaturge qui est un homme, qui prend des héroïnes féminines, dont il puise les figures dans l'histoire, pour, en quelque sorte, non pas réinventer, mais reposer à nouveau frais la question de la société androcentrique et des femmes au sein d'une telle société aujourd'hui. Les pièces de Stone situent toujours leur intrigue aujourd'hui. Un miroir, c'est vraiment un miroir, un instantané, un miroir immédiat pour notre temps. Alors, cette troisième création de Stone qu'on va voir à l'Odéon, sa première apertier, ne porte pas le titre d'une œuvre, elle s'appelle La trilogie de la vengeance. À l'exemple des deux précédentes, on pensait que la vengeance c'était une allusion à une œuvre précise. En fait, non. C'est plutôt la trilogie qu'il fallait s'arrêter. Il est parti cette fois-ci non pas d'une pièce, mais de trois. Et plus exactement, il a puisé dans ces trois pièces certains éléments d'intrigue, certains détails, mais il ne m'a suivi aucune de façon littérale. Il a donc voulu partir de trois pièces, dont je vous donne les titres. Dommage qu'elle soit une putain, de John Ford, non pas le cinéaste évidemment. Dommage qu'elle soit une putain, The Changeling, ça c'est difficile à traduire, The Changeling.
The changeling, c'est littéralement l'être qui change, l'être en métamorphose, la personne qui se transforme. Ultérieurement, en anglais, plus tard, dans le XVIIe siècle, ça a commencé à prendre un autre sens. The changeling, aujourd'hui, en anglais moderne, c'est l'enfant que les fées vous ont, le petit enfant démoniaque que les fées vous ont laissé en échange de votre véritable enfant qu'elles vous ont dérobé. Voilà, c'est ça un changeling. Vous voyez, c'est un enfant, c'est l'être que les fées, ou les démons, ou les elfes ont substitué à votre enfant pour le faire passer pour le vôtre, tout en embarquant le vôtre, qui lui est humain. Donc vous voyez, c'est pas par hasard que le changeling a pris ce sens-là, c'est parce que le change, le changement, dont le changeling est le sujet, cette métamorphose, est généralement une métamorphose vers le pire. La personne est changée, est transformée, on ne la reconnaît plus, mais on ne sait plus comment la nommer. Alors, le titre français, je crois que la pièce était très peu traduite, elle est de Middleton, M-I-D-D-L-E-T-O-N, Middleton, qui est un dramaturge qui a eu l'honneur de collaborer avec Shakespeare sur certaines pièces, probablement Macbeth, et sans doute d'autres. Le titre français, il n'y a aucun satisfaisant, et la dernière traduction française qui date d'il y a moins de 15 ans, et qui est disponible, et qui est bilingue, chez un petit éditeur, vous trouverez ça facilement sur Amazon et consorts, mais aussi dans les bonnes librairies, c'est tout simplement The Change. Voilà. La traductrice a renoncé à changer le titre, c'est un nom normal. Après tout, on peut considérer que Changeling est presque un nom propre, comme Hamlet. Sauf que non, justement. Ça, j'y reviendrai, si je m'en souviens, j'y reviendrai. Donc ces trois pièces, ces deux pièces, et la troisième est une pièce de Shakespeare, Titus Andronicus, qui est la plus ancienne. Titus Andronicus a dû être écrit d'avant 1594. Les deux autres datent d'après 1620, c'est-à-dire d'après la mort de Shakespeare. Dommage qu'elles soient une plus tard, et The Changeling sont des pièces qui datent de 1620, 1630, 1623 pour dommage qu'elles soient une plus tard, et The Changeling c'est même encore plus tard. Donc 40 ans de distance, ce qui n'est quand même pas rien. Voyez. Alors dans Titus Andronicus, vous connaissez sans doute cette pièce de Shakespeare, elle a fait l'objet d'un regain d'intérêt au cours des 20 dernières années, on l'a considérée comme injouable, monstrueuse, jusqu'à ce que de grands metteurs en scène s'y intéressent, à commencer par Peter Brook dans les années 50, qui a fait début des années 60, qui a fait une mise en scène historique de cette pièce qu'on croyait injouable parce que trop monstrueuse. Titus Andronicus est une tragédie de la vengeance. Voyez-vous, c'est même sans doute la pièce par laquelle Shakespeare, le jeune Shakespeare, moins de 30 ans, a voulu démontrer à Thomas Kidd que dans le genre tragédie de la vengeance, lui, il était encore plus fort que tout le monde, en plaçant la barre encore plus haut. La barre, en l'occurrence, étant celle de l'horreur. Voilà. Il y a beaucoup d'horreur dans Titus Andronicus. C'est la pièce de Shakespeare où il y a le plus de morts, très loin, plus d'une douzaine. Ça fait pas mal de cadavres, beaucoup en scène. Et parmi les victimes les plus notoires dans Titus Andronicus, il y a Lavinia. Lavinia, la fille de Titus. Titus est un glorieux général romain qui avait beaucoup de fils et une fille. Voilà. Il a un sens du devoir chevillé au corps, c'est un noble guerrier entièrement dévoué et fidèle à l'État. Voilà. Il n'a qu'une parole, il est là pour servir, il est brave, bref, il a toutes les vertus. Peut-être qu'il est un peu, disons, psychorigide, ensuite je le montre. Mais le pauvre Titus va voir sa fidélité mise à rude épreuve parce que l'empereur Saturninus, tyrannique, monstrueux, capricieux, et sa nouvelle épouse Tamora, reine des Goths, vaincue par Titus, mais qui ressort au pouvoir parce que Saturninus s'éprend d'elle et l'épouse, vont lui faire des misères. Et Tamora, l'impératrice des Goths, qui devient impératrice des Romains par mariage,
Tamora est particulièrement vicieuse et perverse. Et notamment pour venger la mort de ses enfants, de certains de ses enfants exécutés par Titus, elle va faire massacrer un à un, plus ou moins discrètement, parfois officiellement, les fils de Titus. Et comme si ça ne suffisait pas, elle va livrer la fille unique de Titus à la luxure de deux de ses enfants survivants, qui sont devenus donc les neveux par alliance de l'empereur. Et ces deux monstres, Démétrius et Chiron, dans une série de scènes absolument épouvantables, tout à fait fascinantes, qui se déroulent en forêt au cours d'une partie de chasse, vont violer Lavinia après avoir tué son mari. Il commence par tuer son mari, puis il se sert du cadavre du mari comme oreiller. Et voilà, il se sert de cet oreiller pour violer Lavinia plus confortablement. Et après l'avoir violée, comme il salisse qu'elle pourrait peut-être les dénoncer, il lui tranche les mains et lui arrache la langue. Voilà. C'est comme ça que son père la retrouvera, les mains tranchées, la langue arrachée, et incapable donc de dénoncer ces agresseurs, les monstres, voilà, les violeurs, les criminels. Voilà pour Titus Andronicus. Très rapidement, je ne vous raconte pas la suite parce que là, on est au milieu de la pièce. Dans Dommage qu'elle soit une putain, Ford raconte l'histoire d'un couple incestueux, un frère et une sœur. Ils sont amoureux, ils cèdent à la tentation de l'inceste. La sœur va se retrouver enceinte. Je vous fais grâce des rebondissements. À la fin, le frère poignarde la sœur en public avant de se faire massacrer. Et enfin, The Changeling de Middleton. Alors là, vous avez une héroïne plutôt sympathique que son père destine à fiancer à un homme dont elle ne veut pas. Elle-même a un soupirant qu'elle préfère, qu'elle voudrait épouser. Et son père ne veut pas en entendre parler. Voilà, caprice patriarcal. Alors cette femme se résout à faire assassiner ses fiancés pour pouvoir épouser l'homme qu'elle aime. Mais pour assassiner ses fiancés, elle ne va pas le faire elle-même, étant donné ce qu'est une femme justement dans le théâtre élisabétain. Elle va recourir au service d'un autre homme. Or cet autre homme est amoureux d'elle, très laid, et d'un rang social inférieur, mais amoureux d'elle. Et donc, il consent au meurtre, mais refuse qu'elle le paye en bijoux, en argent, comme elle le propose. C'est pas du tout ça qui l'intéresse, c'est de lui ravir sa virginité. Et comme il refuse toute autre compensation, elle finit par céder. Elle couche avec lui, il tient parole, il assassine le fiancé, et donc l'héroïne peut épouser l'homme qu'elle aime. Mais là se pose un autre problème, elle n'est plus vierge. Et le mari va s'en rendre compte. Voilà. Là encore, je vous fais grâce de rebondissement. Et vous vous en doutez, ça finit très mal. Hein, pour absolument tout le monde. Ça finit très mal. En fait, toutes ces histoires finissent toujours mal. Toutes ces histoires sont des tragédies. Ce sont des tragédies, et la tragédie est l'un des deux grands genres dramatiques élisabétains, l'autre étant la comédie. Comédie et tragédie, ce sont deux façons de nommer des lignes dramatiques. Pour le dire très vite, la ligne dramatique de la tragédie, elle s'achève généralement par une mort. La ligne par opposition, la ligne comique, elle ne s'achève pas par une mort. Et qu'est-ce que vous mettez à la place d'une mort? Eh bien, vous mettez un mariage. Voilà. Donc, s'il y a tragédie, il y a au moins une mort à la fin. S'il y a comédie, en principe, il y a mariage à la fin. Il y a des variantes intéressantes. La tragicomédie, par exemple, dont j'ai apporté un exemple ici, le conte d'hiver de Shakespeare, tragicomédie. On peut dire que la première moitié est une tragédie, elle s'achève sur une mort, et la deuxième moitié est une comédie. Elle s'achève sur une promesse de mariage, une réconciliation générale, et tout ce qui était séparé se retrouve réuni. Bien, en fait, tragédie et comédie
ce n'est pas tout à fait un carcan, mais enfin disons que ces deux façons de distribuer la ligne dramatique, deux façons d'analyser le réel à travers deux lignes dramatiques, qui se terminent soit par mort, soit par mariage, et ce sont donc par conséquent comme deux grilles que vous pouvez appliquer au destin féminin, au destin social des femmes. Et comme vous le voyez, ce n'est pas forcément très réjouissant, et ce n'est pas forcément très surprenant non plus au premier abord. Le destin social des femmes, si elles en ont un, c'est de finir mariées. Un point, c'est tout. Si elles ne finissent pas mariées, ou si elles cherchent à éviter le mariage, ou si elles font les balis avec le mariage, ou si elles cherchent bref, à brouiller ses cartes, voilà, eh bien, elles finissent par sa queue. Voilà, parce que chercher à subvertir les règles patriarcales du mariage à l'époque, c'est en fait chercher à subvertir la société tout entière. C'est s'arracher, c'est soit vouloir remplacer la société plus ou moins logique par le chaos, soit vouloir comment dire, c'est remettre en cause, c'est soit détruire, soit remettre en cause sur un point fondamental le bon fonctionnement de la société, qui, une fois encore, est androcentrique. Elle est pensée, cette société, avec l'homme au centre. Et la femme, elle, est considérée comme un être qui peut être charmant, adorable, objet d'amour, de désir, ou tout ce qu'on voudra, mais qui est considéré comme étant subordonné à cet être qui lui occupe le centre du pouvoir et de l'intérêt, qui est l'homme. La femme est définie par rapport à l'homme. La femme est toujours fille de ou épouse de. Elle n'a pas d'autre autonomie que celle de ce moment où, toujours fille de, mais commençant à grandir un peu, il est temps de la confier à un autre homme pour qu'elle devienne épouse de. Là, on est dans la fenêtre de tir où vous pouvez inscrire soit la tragédie, c'est Othello, soit la comédie. Il y en a des plus ou moins noirs, mais ça peut être mesure pour mesure, soit l'apparente comédie matrimoniale qui s'achève en tragédie. Au-delà du mariage, c'est Roméo et Juliette. Et donc, vous voyez, la femme, ce qui est bien intéressant dans le théâtre élisabétain et tout particulièrement dans le théâtre de Shakespeare, c'est que la femme n'est pas forcément l'héroïne centrale, elle n'est pas forcément le point focal des lignes dramatiques, mais c'est le développement obligé, pour ainsi dire, de ces lignes dramatiques permet à un auteur du calibre de Shakespeare de faire voir à ses spectateurs, de leur faire entendre et de leur faire analyser, comme par Brecht, c'est la distanciation, mais c'en est d'une certaine façon, leur faire analyser en quelque sorte les mécanismes sociaux